le ciel de Normandie pesait sur les champs détrempés. Une chape de plomb gris qui semblait étouffer les dernières couleurs de l'automne. Était une de ces journées où le temps lui-même semble en deuil, en parfaite harmonie avec le silence qui, était installé dans notre vieille maison en pierre. Une semaine était écoulée depuis l'enterrement de ma grand-mère, mais sa présence, ou plutôt son absence, imprégnait chaque recoin. Les meubles en chêne sombre, cirés avec soin depuis des générations, brillaient d'un éclat funèbre sous la lumière laiteuse qui filtrait par les fenêtres. Chaque objet, chaque photographie en noir et blanc accrochée au mur, racontait une histoire dont je croyais connaître tous les chapitres. Je me trompais lourdement. La maison, notre bastion familial, était sur le point de révéler qu'elle était qu'une forteresse de secrets. Je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans, et ma vie a toujours ressemblé à ces paysages normands, ordonnés, prévisibles, et un peu ternes. Fonctionnaire à la mairie, je suis la fille responsable, celle qui n'est jamais partie, celle qui a toujours veillé sur les parents. Mon reflet dans la vitre du salon me renvoyait l'image d'une femme soignée mais austère, les cheveux tirés en un chignon pratique, le visage marqué par une fatigue que le sommeil ne parvenait plus à effacer. Je portais le deuil comme un uniforme de plus, avec cette droiture un peu rigide que l'on attend des piliers de famille. Pourtant, à l'intérieur, je me sentais fragile, comme une coquille vide, hantée par le sentiment diffus qu'un morceau essentiel de mon existence m'avait toujours échappé, sans que je puisse jamais nommer ce manque. Ce jour-là, ma nièce Chloé était avec moi. À 19 ans, elle était tout mon contraire. Étudiante en journalisme à Paris, elle avait ramené avec elle une énergie, une curiosité qui tranchait violemment avec l'atmosphère pesante de la maison. Ses vêtements aux couleurs vives, dénichés dans des friperies, et ses cheveux courts en bataille, semblaient défier le conformisme de notre petite bourgeoisie de province. Elle me regardait avec une affection teintée de pitié, voyant en moi une femme résignée à une vie sans vague. Je l'aimais profondément, mais sa jeunesse et sa franchise me renvoyaient parfois à ma propre inertie. C'est elle, avec son insatiable besoin de vérité, qui allait involontairement mettre le feu aux poudres de notre histoire familiale si soigneusement dissimulée. Nous avions décidé de nous attaquer au grenier, une tâche que tout le monde repoussait depuis des jours. Vider les affaires d'un mort, c'est comme remuer les sédiments d'une vie. L'air y était lourd de poussière et de naphtaline, une odeur de temps arrêté, des malles éventrées, des meubles recouverts de draps blancs comme des fantômes, des piles de livres aux pages jaunies. Chaque objet était un souvenir, une anecdote. Nous avancions lentement, triant, jetant, mettant de côté, dans un silence respectueux, seulement brisé par le grincement du plancher sous nos pas. Était un rituel nécessaire, une façon de dire adieu en touchant les reliques d'une existence achevée, sans nous douter que nous étions sur le point de déterrer bien plus que de vieux souvenirs. C'est Chloé qui l'a trouvé. En déplaçant une vieille commode, son pied a buté contre une latte de bois qui bougeait légèrement. Poussée par son instinct de future journaliste, elle s'est agenouillée et a réussi à la soulever. En dessous, dans une petite cavité sombre, reposait une boîte en bois, simple, sans fioritures, mais clairement dissimulée. Un frisson m'a parcouru l'aile, échine. Cet endroit était pas un simple débarras, était un coffre-fort de secrets. Le cœur battant, je l'ai regardé sortir la boîte de sa cachette. Elle était étonnamment légère. Le silence dans le grenier devint soudainement électrique, chargé d'une attente presque insoutenable. Le passé, que nous pensions connaître et classer, venait de nous faire un signe depuis sa tombe. Avec des mains un peu tremblantes, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, sur un lit de velours décoloré, se trouvait une unique photographie, jaunie par le temps, et un paquet de lettres liées par un ruban de soie fanée. J'ai pris la photo. Elle montrait une jeune femme, dont les traits ressemblaient étrangement à ceux de ma grand-mère dans sa jeunesse, tenant un nouveau-né emmailloté dans ses bras. Mais ce était pas ma grand-mère. Et le bébé, qui était-ce? Une confusion totale m'a envahi. J'ai parcouru les lettres. Écriture était bien celle de ma grand-mère, mais elles n'avaient jamais été envoyées. Elles étaient toutes adressées à une certaine Eliane, un prénom que je n'avais jamais entendu dans notre famille. Dans ces lignes, elle parlait de regret, de pardon, et d'une injustice terrible. Descendant du grenier comme en transe, la boîte serrée contre ma poitrine, je suis allé trouver mon père. Il était assis dans son fauteuil, le regard perdu dans le vague, affaibli par le chagrin. Je lui ai tendu la boîte sans un mot. Il a pâli en voyant la photo, ses mains se sont mises à trembler. Un long silence s'est installé, si lourd que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ses yeux se sont remplis de larmes, des larmes qu'il avait retenues pendant des décennies. Puis, d'une voix brisée presque inaudible, il a laissé échapper la vérité, une bombe qui a fait voler en éclats toutes mes certitudes.
Chaque mot était un coup de poignard dans le récit de ma vie. « Eliane, c'est ta sœur », a-t-il murmuré. Le monde autour de moi s'est arrêté de tourner. « Ma sœur ?» Je n'avais pas de sœur. J était fille unique. Il a continué, le regard fuyant, comme s'il avouait un crime. Elle est née avant toi. Ta mère était fille-mère. À elle, époque, dans notre milieu, Sao était une honte insupportable, une tache sur la réputation de la famille. Alors, nous l'avons donnée. À l'adoption. Pour que personne ne sache jamais. La brutalité de ces mots m'a frappé de plein fouet. Une vie entière, celle de ma sœur, avait été effacée. Sacrifiée sur l'autel des apparences du qu'en dira-t-on, qui avait régi toute leur existence. Mon premier réflexe a été une vague de colère glaciale, suivie d'un sentiment de trahison si profond qu'il m'a donné la nausée. Toute mon enfance, toutes les histoires de famille, tous les Noëls et les anniversaires, tout était un mensonge. J'avais grandi dans une maison construite sur le silence et la honte, à l'ombre d'une sœur dont on m'avait volé l'existence. Ma première impulsion, violente et irrépressible, fut de refermer cette boîte de Pandore, de la remettre sous le plancher du grenier, et de faire comme si nous ne l'avions jamais trouvée. Oubliée. Continuer à vivre dans le confort de l'ignorance. Était la solution de ma famille, celle qu'ils avaient choisie il y a près de 50 ans. Mon univers venait de s'effondrer, et je me sentais complètement perdu, incapable de comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Si cette histoire vous touche déjà, et que vous voulez savoir comment j'ai affronté cette vérité dévastatrice, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous me regardez. Pour moi, ce N était que le début d'un long chemin. Un voyage au cœur des secrets qui avait empoisonné ma famille pendant si longtemps, et je ne savais pas encore si j'aurais la force de le parcourir jusqu'au bout. Alors que J était pétrifiée par le choc, prête à succomber à la tradition familiale du silence, Chloé a eu une réaction qui a tout changé. Elle a pris la photo des mains de mon père, l'a regardée avec une infinie tristesse, puis a levé les yeux vers moi. Il n'y avait aucune trace de jugement dans son regard, seulement une compassion et une détermination désarmantes. Elle s'est approchée de moi, a posé une main sur mon bras, et a prononcé les mots qui allaient devenir le véritable point de départ de ma nouvelle vie. Cette phrase, simple et puissante, a agi comme un électrochoc, brisant la carapace de déni que Ja était en train de construire. Ce n'est pas une honte, Tata. C'est ta sœur, c'est notre histoire. Ces mots résonnaient dans le silence de la pièce avec la force d'une évidence que j'avais refusé de voir. Notre histoire. Pas seulement leur secret honteux, mais une partie de mon identité, une partie de qui nous étions. Pour la première fois, un membre de ma famille ne réagissait pas par la peur ou la dissimulation, mais par l'acceptation et l'empathie. Chloé, avec la clarté de sa jeunesse, venait de me tendre un miroir, me forçant à regarder au-delà de la trahison pour voir l'humain, la sœur perdue, la tragédie d'une vie sacrifiée. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je suis restée assise dans la cuisine pendant des heures, la petite boîte en bois posée devant moi sur la table. Le tic-tac de la vieille horloge du salon rythmait le flot de mes pensées confuses. Je repassais en boucle les paroles de mon père, puis celles de Chloé. Deux mondes, deux générations, deux manières d'appréhender la vie. D'un côté, la peur du jugement, le poids des traditions et le sacrifice de la vérité, pour préserver une façade. De l'autre, une soif de justice, une reconnaissance de la douleur et le courage d'appeler les choses par leur nom. J'y étais au carrefour de ces deux chemins, et je devais choisir lequel emprunter. J'ai de nouveau sorti la photographie. J'ai détaillé le visage de cette jeune femme, Eliane, ma sœur. Dans ses yeux, je croyais deviner une force, une résilience, qui contrastait avec la vulnérabilité du bébé qu'elle tenait contre elle. Mais surtout, dans ce visage inconnu, j'ai vu un écho de ma propre solitude. Ce vide que je ressentais depuis si longtemps, ce sentiment d'être incomplète, prenait soudain un sens nouveau et terrifiant. Peut-être que ce N était pas seulement mon histoire qui était amputée, mais mon âme. Peut-être que l'on ne peut pas se construire sereinement quand une partie de soi a été niée, effacée, enterrée vivante. Une colère sourde a commencé à monter en moi, non plus seulement contre mes parents, mais contre ce système silencieux de non-dits qui avait régi nos vies. Combien de repas de famille, de conversations anodines, avaient été des mensonges par omission. Ma grand-mère, en écrivant ces lettres sans jamais les envoyer, avait vécu toute sa vie avec ce poids sur la conscience. Mon père, en se taisant, avait perpétué le cycle. J'ai compris que si je choisissais à mon tour le silence, je deviendrais complice de cette injustice. Je condamnerais ma sœur à rester un fantôme pour toujours, et je me condamnerais moi-même à vivre avec ce poison à l'intérieur de moi. C'est alors, au cœur de cette nuit normande froide et silencieuse, que la décision a germé en moi, claire et irrévocable. Ce N
était plus une question de curiosité ou même de devoir. C était une nécessité vitale. Je devais la retrouver. Je devais chercher Eliane, non pas pour la juger ou lui demander des comptes, mais pour lui rendre son nom, sa place dans notre histoire. Je devais le faire pour elle, mais aussi, et peut-être surtout, pour moi, pour réparer cette fracture qui traversait notre famille depuis des décennies et qui m'empêchait, je le sentais, de respirer librement. C était un acte de rébellion, mon premier véritable acte de rébellion contre la vie qu'on avait tracée pour moi. En prenant cette décision, un calme étrange m'a envahi, chassant l'angoisse des dernières heures. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit. Peur de ce que j'allais découvrir. Peur de sa réaction. Peur de sa possible colère ou de son rejet. Mais pour la première fois, cette peur était éclipsée par un sentiment de justesse. La certitude de faire ce qui devait être fait. Je ne savais pas où cette quête me mènerait, ni si J était prête à affronter les vérités qu'elle déterrerait, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons d'un soleil timide ont percé la grisaille, je me sentais différente. Le poids sur mes épaules n'avait pas disparu, mais il avait changé de nature. Ce N était plus le fardeau écrasant d'un secret subi, mais la responsabilité d'une vérité à rétablir. J'ai regardé par la fenêtre les arbres dénudés du jardin, et pour la première fois depuis longtemps, je n'y ai pas vu une fin, mais la promesse d'un renouveau. Ma vie, si longtemps immobile, venait de se mettre en mouvement. J'allais partir à la recherche de ma sœur. Je suis allé voir Chloé, qui était déjà levée, une tasse de café à la main. Elle m'a regardé, et sans que j'aie besoin de dire un mot, elle a compris. Un léger sourire a éclairé son visage. « On va la retrouver, Tata ?» a-t-elle simplement dit. Dans sa voix, il n'y avait aucun doute, seulement une confiance qui m'a donné la force dont j'avais désespérément besoin. Je, N, était plus seule face à ce secret. J'avais une alliée. L'histoire de notre famille, si longtemps enfouie, allait enfin être réécrite, non plus avec l'encre de la honte, mais avec celle de la vérité. La première conversation avec mon père fut un désastre. Assis dans son fauteuil en velours usé, il refusait de croiser mon regard, fixant un point invisible sur le mur lambrissé. Ses mains, habituellement si stables, tremblaient sur ses genoux. « On pensait bien faire, Nathalie », répétait-il comme une litanie apprise par cœur. Était une autre époque. Ta mère n'aurait jamais survécu au déshonneur. Notre famille, notre nom, ça comptait plus que tout. Chaque mot était une excuse, une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. Je sentais la colère monter en moi, une vague brûlante qui menaçait de tout emporter. Mais en le voyant si diminué, si brisé par le chagrin et le poids de ce secret, ma rage se mua en une immense pitié. Hélène n'était pas un monstre, juste un homme faible, prisonnier des conventions de son temps. Chloé, à l'inverse, était un roc. Elle a passé la soirée à mes côtés, me préparant des tisanes que je ne buvais pas, me parlant d'une voix douce et posée. Elle ne jugeait pas ses grands-parents, elle cherchait à comprendre. Ils ont fait un choix terrible, Tata, mais ils l'ont fait avec les outils qu'ils avaient à l'Ekozous et le bif époque. La peur, la honte, c'est un poison. Notre génération a la chance de pouvoir regarder ça différemment. Sa maturité étonnait. Elle a sorti un carnet et a commencé à noter les maigres informations que nous avions. Le prénom, Eliane. Une date approximative de naissance déduite de mon propre âge. Et le lieu, notre petite ville de Normandie. On va commencer par les archives départementales, a-t-elle déclaré avec un pragmatisme qui me faisait défaut. Et les lettres de mamie. Il y a forcément un indice qu'on n'a pas vu. Nous avons passé la nuit suivante à relire les lettres de ma grand-mère. Chaque phrase, chaque mot était disséqué. Était une correspondance à sens unique, un journal intime de la culpabilité. Elle y décrivait sa peine, sa peur pour cet enfant abandonné, ses prières pour qu'elle ait une vie heureuse. Dans une lettre datant de la fin des années 70, nous avons trouvé une phrase qui a retenu notre attention. J'ai appris par la cousine Madeleine que la petite famille avait déménagé vers Le Havre. Peut-être pour le travail sur les docks, je prie pour qu'elle soit en sécurité dans cette grande ville. Le Havre. C'était une première piste, fragile comme un fil de soie, mais était un début. La cousine Madeleine était morte depuis des années, mais son nom venait de nous ouvrir une porte infime sur le passé. Mon enfance, que j'avais toujours considérée comme paisible et sans histoire, m'apparaissait désormais sous un jour nouveau et sinistre. Je me suis souvenu des silences pesants de ma mère, de ses migraines fréquentes, de cette mélancolie qui ne la quittait jamais vraiment, et que nous mettions sur le compte de sa nature sensible. Était-ce le regret qui la rongeait ? Je me suis rappelé des visites de ma grand-mère, de la façon dont elle me serrait parfois dans ses bras avec une force désespérée, comme si elle s'accrochait à moi pour compenser une autre absence. Tous ces moments anodins prenaient un sens différent, teinté de tragédie. J'avais grandi à côté d'un fantôme,
et je ne l'avais jamais su. La maison familiale N était plus un havre de paix, mais une scène de crime émotionnel. Le lendemain, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé ma tante Hélène, la sœur de mon père. Je lui ai tout raconté. La boîte, les lettres, la confession de mon père. Un long silence a suivi au bout du fil, si dense que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix est tombée, glaciale. Nathalie, il y a des choses qu'il ne faut pas remuer. Ton père est fragile. Ta grand-mère vient de nous quitter. À quoi bon faire souffrir tout le monde avec des histoires vieilles de 50 ans? Laisse les morts enterrer les morts. Sa réaction était exactement celle que je craignais, celle que j'aurais pu avoir moi-même quelques jours plus tôt. Était le réflexe de ma famille. Enfouir, nier, protéger les apparences à tout prix. Mais ces mots, au lieu de me décourager, ont renforcé ma détermination. Le silence N était plus une option. Armés de notre maigre indice, Chloé et moi nous sommes rendus aux archives départementales du Havre. Le bâtiment était moderne et impersonnel. Un labyrinthe de couloirs silencieux où des gens penchés sur des microfilms cherchaient des bribes de leur propre histoire. Nous avons passé des jours à éplucher les registres de l'aide sociale à l'enfance de l'époque. Les noms, les dates, les lieux de naissance défilaient sous nos yeux, une litanie de vies brisées et de nouveaux départs. Mais sans nom de famille, sans date précise, notre quête ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. La bureaucratie était un mur infranchissable. On nous a parlé de « l'accouchement sous X », cette loi française permettant à une femme d'accoucher anonymement. Si ma mère avait eu recours à cela, les dossiers seraient scellés, notre quête serait terminée avant même d'avoir commencé. Le découragement a commencé à s'installer. Chaque porte administrative se fermait avec une politesse froide qui n'en était que plus frustrante. Nous ne pouvons pas vous communiquer ces informations, madame. C'est confidentiel. Cette phrase résonnait en boucle dans ma tête. Je me sentais impuissante, prise au piège d'un système conçu pour protéger des secrets, plutôt que pour réunir des familles. Pendant ce temps, la vie dans notre petite ville normande continuait son cours immuable. Les voisins me présentaient leurs condoléances avec des airs compatissants, sans se douter du séisme qui secouait les fondations de notre famille si respectable. Je jouais mon rôle, celui de la fille endeuillée et responsable, mais à l'intérieur, était qu'un chaos émotions contradictoires. Chloé, elle, ne se laissait pas abattre. Quand la voie officielle s'est avérée être une impasse, elle a changé de stratégie. Elle a passé des heures sur des forums de généalogie, des groupes Facebook, de personnes nées sous X, ou à la recherche de leurs origines. Elle a posté notre histoire, de manière anonyme, en ne donnant que les informations essentielles. Une fille née approximativement entre 1972 et 1974 près de notre ville, potentiellement adoptée au Havre. Les réponses ont afflué, des messages de soutien, des conseils, d'autres histoires similaires, poignantes et pleines d'espoir. Pour la première fois, je me suis sentie moins seule. Joanne était pas la seule à porter le poids d'un secret de famille, des milliers d'autres partageaient cette même quête de vérité. Mon père, lui, Carries, était muré dans le silence. Il passait ses journées dans son fauteuil, à regarder la pluie tomber. Notre relation, déjà distante, était devenue glaciale. Il ne me demandait jamais où j'allais ni ce que je faisais, mais je sentais son regard désapprobateur me suivre quand je partais avec Chloé. Un soir en rentrant, je l'ai trouvée en train de regarder de vieilles photos de ma mère. « Elle a tellement souffert », a-t-il dit sans se retourner. « Elle s'est punie toute sa vie pour ça. Elle pensait qu'elle ne méritait pas de être heureuse. » Était la première fois qu'il ne parlait pas de la honte ou de la réputation, mais de la douleur de ma mère. Un minuscule pont venait de se créer entre nous, fragile et tremblant, au-dessus d'un abîme de non-dit. Cette brève conversation m'a donné la force de continuer. Je ne cherchais plus seulement une sœur, je cherchais aussi à comprendre la souffrance de ma mère, à donner un sens à sa tristesse perpétuelle. Je voulais réparer, à ma petite échelle, l'injustice qu'elle avait subie et qu'elle avait fait subir. Était devenue une quête de rédemption. Pas seulement pour elle, mais pour toute notre lignée de femmes silencieuses. Chloé et moi avons décidé de retourner au village et de parler aux plus anciens, ceux qui avaient connu mes grands-parents dans leur jeunesse. Était risqué, les rumeurs vont vite dans les petites communes, mais nous n'avions plus rien à perdre. Nous avons commencé par le café du centre-ville, le cœur battant de la vie sociale locale. La plupart des gens se montraient évasifs. Ils se souvenaient de mes grands-parents comme de braves gens, discrets, sans histoire. Le mur du silence provincial était épais. Personne ne voulait parler, personne ne voulait déterrer ce qui avait été si soigneusement enfoui. Mais un après-midi, alors que nous étions sur le point d'abandonner, une vieille dame assise seule à une table nous a fait signe. Était Madame Dubois, l'ancienne postière.
Elle avait connu tout le monde, et tous les secrets. Votre grand-mère était une femme bien, a-t-elle commencé d'une voix chevrotante. Mais elle portait une grande tristesse. Je me souviens de votre mère, jeune fille. Elle a disparu pendant plusieurs mois. On a dit qu'elle était malade, chez une tante à la campagne. Personne N était dupe, vous savez. Madame Dubois a baissé la voix, se penchant vers nous. À Levrault, époque, il y avait une sage-femme, Madame Girard, qui s'occupait des tares, situation délicate. Elle habitait une petite maison isolée à la sortie du village. Elle aidait les jeunes filles à accoucher en toute discrétion. Beaucoup d'enfants sont partis comme ça, placés par ses soins, sans que l'administration officielle ne soit trop au courant. Madame Girard était décédée depuis longtemps, mais sa maison était toujours là, abandonnée. Une nouvelle lueur d'espoir, aussi faible soit-elle, venait de s'allumer. Peut-être avait-elle laissé des registres, des notes, n'importe quoi, qui pourrait nous mettre sur la voie. C était un pari fou, mais C était le seul que nous pouvions faire à ce stade de notre enquête. La maison de la sage-femme était à moitié en ruine, envahie par les ronces et le lierre. L'explorer relevait de la violation de propriété, mais nous étions désespérés. À l'intérieur, tout était délabré, l'humidité avait tout rongé. Nous avons cherché pendant des heures dans le désordre, parmi les vieux meubles éventrés et les papiers moisis, sans grand espoir. Et puis, dans le tiroir d'une table de chevet renversée, Chloé a trouvé un vieux carnet de comptes. Entre les lignes de dépenses pour des compresses et de l'alcool, il y avait des notes griffonnées, des dates, des initiales et parfois des sommes d'argent. Et là, à une date qui correspondait, nous avons vu BN, fille famille L, Le Havre. BN pour Nathalie, ma mère. Famille L, C, était la pièce manquante du puzzle. Le retour à la maison a été silencieux, chacune de nous absorbée par cette découverte. Une famille L, au Havre. C, était à la fois énorme et terriblement vague. Le Havre était une grande ville portuaire, reconstruite après la guerre, pleine de gens venus de partout pour travailler. Comment retrouver une famille avec seulement une initiale? Chloé, toujours aussi pragmatique, s'est immédiatement mise au travail. Elle a passé en revue les annuaires du Havre de L, époque, cherchant tous les noms de familles commençant par L. La liste était interminable. J'ai senti une nouvelle vague de découragement m'envahir. Chaque pas en avant nous menait à un obstacle encore plus grand. C était comme si le passé se défendait, refusant de livrer ses secrets. Mon travail à la mairie me semblait de plus en plus absurde. Je passais mes journées à tamponner des documents, à classer des dossiers, à maintenir l'ordre et la procédure, alors que ma propre vie était un chaos total. Mon chef a commencé à me faire des remarques sur mes absences, mes distractions. « Nathalie Vouquin, êtes plus avec nous en ce moment », m'a-t-il dit un jour, avec plus d'inquiétude que de reproches. Je ne pouvais rien lui dire. Comment expliquer que je passais mes nuits à chercher le fantôme d'une sœur dont j'ignorais l'existence un mois plus tôt? Cette double vie, épuisait. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre existence, une actrice jouant un rôle qui ne lui convenait plus. Un soir, épuisée, j'ai dit à Chloé que je voulais tout arrêter. « C'est trop dur », lui ai-je avoué, les larmes aux yeux. « On ne la trouvera jamais. » Et même si on la trouve, qu'est-ce que je lui dirais? « Bonjour, je suis la sœur qui a eu la vie facile pendant que tu étais Dieu sait où. » Dieu sait où. Je n'ai aucun droit de débarquer dans sa vie comme ça. La culpabilité me rongeait. Je me sentais responsable de la décision de mes parents, responsable de mon ignorance confortable. Chloé m'a prise dans ses bras. « Tu as le droit de savoir, Tata. » Et elle a le droit de savoir d'où elle vient. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question d'humanité. On ne le fait pas pour la juger, on le fait pour lui rendre son histoire. C'est notre histoire, tu te souviens? Ces mots, encore une fois, ont ravivé la flamme. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas de moi, ni même de mes parents. Il s'agissait d'eux, Eliane. Il s'agissait de redonner un nom et une place à celle qui en avait été privée. Nous avons donc repris nos recherches sur la famille L. Chloé a eu une idée. Elle a commencé à croiser la liste des noms avec les professions liées au dock, comme l'avait suggéré la lettre de ma grand-mère. Docker, grutier, employé de la marine marchande. La liste s'est considérablement réduite. Puis, elle a cherché les adresses de ces familles à Lévam, époque, se concentrant sur les quartiers populaires où les ouvriers du port vivaient. C'est ainsi que nous avons trouvé un nom, Leroy, un certain Jean Leroy, docker, qui habitait une petite rue près du port dans les années 70. Il avait une femme, Monique, et il n'avait officiellement qu'un seul fils, plus âgé. Mais les archives de L, école primaire du quartier, ont révélé une Eliane Leroy, inscrite 2 ans après leur arrivée au Havre, sans mention d'un lieu de naissance précédent. Était-elle? Nous en avions l'intime conviction. Le cœur battant.
Nous avons cherché ce qui a été devenu les Leroy. Jean et Monique étaient décédés. Leur fils habitait toujours dans la région. Mais aucune trace d'Éliane Leroy dans les annuaires récents, ni sur les réseaux sociaux. Elle semblait être à nouveau volatilisée. La frustration était immense. Nous étions si proches, et pourtant si loin. C'est alors que Chloé, en fouillant dans les avis de décès de Monique Leroy, a trouvé un détail qui a tout changé. L'avis mentionnait son fils, mais aussi sa fille, Eliane Vidal, et son mari. Elle était mariée. Elle avait changé de nom. Était pour ça que nous ne la trouvions pas, Vidal. Avec ce nouveau nom, tout est allé très vite. Une recherche rapide sur Internet nous a donné une adresse. Pas au Havre, ni même en Normandie. À Marseille. Dans les quartiers nord. Un monde à part, à des centaines de kilomètres de notre vie. La réalité de son existence est devenue soudainement concrète, presque violente. Elle était plus un fantôme, elle était une femme avec un nom, un mari, une adresse. J'ai fixé écran d'ordinateur, le nom et l'adresse Eliane Vidal brillant dans la pénombre de la pièce. Marseille. La simple évocation de cette ville me semblait exotique et intimidante. Était le sud, le soleil, le bruit, le chaos, tout l'opposé de ma Normandie silencieuse et ordonnée. Une peur panique m'a envahi. Ce était plus une enquête abstraite, une quête dans le passé. Était réel. J'allais peut-être rencontrer cette femme. Que lui dire? Comment aborder 50 ans de silence, une vie de mensonges? Toutes les excuses, toutes les justifications me semblaient soudainement vaines et ridicules. Était la représentante d'un monde qui l'avait rejetée. J'ai annoncé la nouvelle à mon père. Je lui ai montré l'adresse sur l'écran. Il n'a rien dit pendant un long moment, son visage une page blanche. Puis, il a hoché la tête lentement. « Marseille » a-t-il murmuré, comme si le nom avait un goût étranger dans sa bouche. « Elle est loin ?» Dans sa voix, il n'y avait plus de colère ni de déni, seulement une sorte de résignation lasse, et peut-être, une infime lueur de curiosité. « Tu vas y aller ?» a-t-il demandé. « Je dois le faire » ai-je répondu, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. « Je dois savoir. » Il a hoché la tête à nouveau et est retourné à sa contemplation silencieuse de la fenêtre. Je n'attendais pas son approbation, mais son absence d'opposition était déjà une victoire. La décision de partir a été prise rapidement, comme pour ne pas laisser le temps au doute de s'installer. Chloé a insisté pour m'accompagner. « Je ne te laisserai pas faire ça toute seule », a-t-elle affirmé. Sa présence était mon ancre. Sans elle, je crois que j'aurais renoncé, terrassé par la peur. Nous avons réservé 2 billets de train pour la fin de la semaine. Ces quelques jours d'attente ont été les plus longs de ma vie. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque plus. Je passais mon temps à imaginer la scène de la rencontre. Je la voyais en colère, me claquant la porte au nez. Je la voyais indifférente, haussant les épaules. Je la voyais en larmes, me tombant dans les bras. Chaque scénario était plus terrifiant que le précédent. Le voyage en train était surréaliste. Le paysage défilait par la fenêtre, les champs verts et humides de la Normandie, laissant place progressivement aux collines sèches et aux toits de tuiles rouges de la Provence. Était comme un voyage à travers ma propre vie, passant de l'ombre à une lumière crue et aveuglante. Je tenais la petite boîte en bois sur mes genoux, comme un talisman. À l'intérieur, la photo Eliane et les lettres de ma grand-mère. Était tout ce que j'avais à lui offrir. L'épreuve d'un regret tardif et d'une histoire volée. Je me sentais terriblement mal préparée, démunie. À Marseille, la chaleur et le bruit nous ont frappés de plein fouet en sortant de la gare Saint-Charles. La ville grouillait de vie, un mélange vibrant de culture et de langue. Était l'antithèse de mon village. Nous avons pris un taxi pour nous rendre à l'adresse indiquée, dans un de ces quartiers populaires du nord de la ville, fait de grands immeubles de béton un peu défraîchis, où le linge séchait au balcon. Je regardais les visages des passants, me demandant si Eliane ressemblait à ces femmes au regard fier et à la démarche assurée. Était-elle heureuse ici? Avait-elle eu une vie difficile? Chaque question était une petite torture. Le taxi nous a déposés devant un immeuble de 10 étages. La peinture était écaillée, mais des jardinières de géranium colorés égayaient les balcons. Vidal, 7e étage, indiquait la boîte aux lettres. Nous y étions. Je sentais mes jambes flageoler. J'ai regardé Chloé, les yeux pleins de panique. Elle m'a pris la main. Respire, Tata. Quoi qu'il arrive, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as brisé le silence. C'est déjà une victoire. Ces paroles m'ont donné un peu de courage. Nous sommes entrés dans le hall et avons appelé l'ascenseur. La montée des 7 étages m'a paru durer une éternité. Chaque chiffre qui s'allumait sur le panneau était un pas de plus vers l'inconnu, vers la vérité.
devant la porte, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai levé la main pour sonner, mais mon doigt est resté suspendu en l'air, à quelques millimètres du bouton. Toute ma vie, j'avais suivi les règles, j'avais évité les vagues. Et là, Jia était sur le point de faire exploser la vie d'une inconnue, ma sœur. Étais-je une libératrice ou une destructrice? La frontière entre les deux me semblait soudain terriblement mince. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, à Eliane. J'ai pensé à cette phrase de Chloé, c'est notre histoire. Et j'ai sonné. Le silence qui a suivi la sonnerie était assourdissant, chaque seconde semblait étirée à l'infini. J'entendais des bruits de pas à l'intérieur, puis le son d'un Judas qu'on ouvre. Je me sentais exposée, vulnérable, comme si la personne de l'autre côté de la porte pouvait lire toute mon histoire, toute ma peur, et toute ma culpabilité dans mes yeux. La porte s'est entr'ouverte, retenue par une chaîne de sécurité. Un visage de femme est apparu dans l'entrebâillement. Un visage marqué par la vie, des yeux méfiants, des cheveux bruns tirés en arrière. Elle me ressemblait. Pas de manière évidente, mais dans la forme du menton, dans l'intensité du regard. Était-elle. Mon passé, mon présent et mon futur se sont télescopés en cet instant précis. J'avais passé des semaines à chercher un fantôme, une idée, un nom, sur un bout de papier. Et maintenant elle était là, en chair et en os, à quelques centimètres de moi, séparée seulement par une porte et une chaîne en laiton. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Les mots que j'avais tant répétés dans ma tête, étaient envolés, me laissant seule avec le poids de 50 ans de silence. Je ne savais pas que ce moment N était pas une fin, mais le véritable commencement de L, épreuve la plus difficile de ma vie. Les archives et les registres ne préparaient pas à cela. Rien ne pouvait préparer à la réalité d'un visage qui est à la fois celui d'une étrangère et un miroir déformé du sien. Ses yeux, d'un brun profond comme ceux de ma grand-mère, me fixaient avec une méfiance qui me glaçait le sang. Elle n'a pas dit un mot, attendant que je justifie ma présence sur son palier. Je sentais le regard de Chloé sur moi, encourageant, mais était paralysé. Était le moment de vérité, celui où l'histoire familiale abstraite devenait une conversation concrète et potentiellement dévastatrice entre deux femmes qui auraient dû grandir ensemble. Oui, c'est pourquoi, sa voix était rauque, avec un accent marseillais prononcé qui contrastait étrangement avec les intonations douces de ma famille normande. Le son de sa voix a brisé le sortilège. J'ai réussi à articuler d'un souffle à peine audible. Je m'appelle Nathalie. Je crois que nous sommes sœurs. J'ai vu son expression se durcir, ses yeux se plisser. La méfiance s'est transformée en une hostilité froide. Ce N était pas la réaction que j'avais espérée, mais était une réaction, et était réelle. Elle n'allait pas me faciliter la tâche, et au fond, je savais qu'elle en avait parfaitement le droit. Elle, écho de mes propres mots, flottait dans le couloir de l'immeuble. Nous sommes sœurs. La phrase semblait absurde, sortie d'un mauvais roman. Eliane a eu un petit rire sec, sans joie. Des sœurs? Vous vous êtes trompée de étage, ma petite dame. Je n'ai pas de sœurs. Elle s'apprêtait à refermer la porte, à mettre fin à cette rencontre avant même qu'elle n'ait commencé. La panique m'a saisie. J'ai sorti la photo de mon sac, celle de notre mère la tenant dans ses bras, et je l'ai glissée dans l'entrebâillement de la porte. S'il vous plaît, ai-je supplié. Regardez ça. C'est notre mère. Et ça c'est vous. Elle a hésité, son regard allant de la photo à mon visage. J'ai vu une lueur de confusion, peut-être de reconnaissance, passer dans ses yeux. Elle a décroché la chaîne de sécurité, et a ouvert la porte. Elle n'a pas souri, elle ne m'a pas invité à entrer. Elle est restée sur le seuil, barrant le passage, mais elle a pris la photo. Elle l'a regardée longuement, le silence s'installant de nouveau entre nous, encore plus lourd qu'avant. Je retenais mon souffle, chaque seconde d'attente étant une éternité. Le destin de notre histoire, de notre famille, se jouait dans ce regard posé sur un morceau de papier jauni par le temps. Le quartier autour de nous continuait de vivre sa vie bruyante. Des enfants criaient en jouant dans la cour, une mobilette pétaradait dans la rue. Mais sur ce palier du 7e étage, le temps était suspendu. J'observais chaque micro-expression sur le visage d'Eliane, cherchant un signe, n'importe quoi. J'ai vu sa mâchoire se contracter, ses doigts se resserrer sur le bord de la photographie. Elle était touchée, je le sentais, mais elle luttait contre, érigeant des murs pour se protéger. Je comprenais cette réaction. Toute sa vie avait été construite sur une absence, sur une histoire qu'on lui avait probablement racontée. Jick était une anomalie, une menace pour son équilibre.
Finalement, elle a relevé la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. « Et alors ?» a-t-elle lancé, sa voix chargée d'un défi et d'une douleur immense. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Vous venez réclamer quelque chose après 50 ans ?» Le coup a été brutal, mais je l'ai encaissé. Sa colère était légitime. C'est était la colère d'une enfant abandonnée, d'une femme qui avait dû se construire seule. « Non », ai-je répondu doucement, en essayant de garder ma voix stable. « Je ne veux rien. Je voulais juste vous trouver, savoir que vous alliez bien, et vous dire que je suis désolé. » Ces derniers mots « je suis désolé » semblaient si faibles, si inadéquats face à l'ampleur du drame. Mais c'est était tout ce que j'avais. C'est était la vérité la plus pure que je pouvais lui offrir. Je n'étais pas venu pour me justifier, ni pour défendre mes parents. J'y étais venu pour reconnaître sa douleur, pour valider son existence, qui avait été niée. Je ne savais pas si cela suffirait, si elle pourrait un jour entendre au-delà de sa propre souffrance. Mais j'avais fait ma part. J'avais traversé la France, j'avais traversé le temps, pour lui dire ces simples mots. Le reste ne m'appartenait plus. Le développement de notre histoire commençait à peine, et il était évident que le chemin serait long et semé d'embûches. La colère d'Eliane était une forteresse, et je n'avais que la vérité fragile comme seule arme pour tenter de l'assiéger. J'ai compris à ce moment-là que la retrouver était que la première étape. Le plus difficile restait à faire. Construire un pont par-dessus 50 ans de silence, de douleur, et de vie séparée. Je ne savais pas si nous y parviendrions, mais en la regardant dans les yeux, j'ai su que je ne pouvais plus faire demi-tour. Notre histoire, qu'on le veuille ou non, avait commencé. Le voyage en train pour rentrer en Normandie s'est fait dans un silence pensif. Chloé respectait mon besoin de digérer ce qui venait de se passer. La rencontre n'avait pas été un échec, mais ce était pas non plus une réussite. Était quelque chose d'autre, de plus complexe. Un point de départ. La porte était pas refermée, mais elle était pas grande ouverte non. Le café de Marseille grouillé d'une vie qui était totalement étrangère. L'air était saturé d'odeurs de café fort, d'anis et de friture, un mélange entêtant qui me donnait le tournis. Autour de moi, les conversations fusaient, sonores et rapides, ponctuées de grands gestes, et éclats de rire. Était un univers à des années-lumière du silence feutré de notre maison normande, où chaque mot était pesé, chaque émotion contenue. Assise à une petite table en formica, les mains moites serrées sur mon sac, je me sentais comme une pièce rapportée, une note discordante dans cette symphonie urbaine et populaire. J'attendais, le cœur battant à un rythme désordonné, scrutant chaque femme d'une 50aine d'années qui franchissait le seuil, me demandant si Kaa était-elle, la sœur que je n'avais jamais connue, le fantôme qui hantait ma vie depuis des semaines. Puis elle est entrée. Je l'ai reconnue instantanément, non pas grâce à une ressemblance frappante, mais à cause d'un détail, une certaine manière de tenir la tête haute, un air de défi dans le regard que j'avais perçu sur la vieille photographie. Elle portait un simple jean et un chemisier fatigué, ses cheveux bruns étaient relevés sans soin, et les traits de son visage étaient creusés par une fatigue que je devinais chronique. Il n'y avait rien de la douceur de ma mère, ni de la droiture un peu rigide de ma grand-mère. Était une femme façonnée par une autre vie, une vie de lutte que je ne pouvais qu'imaginer. Elle a balayé la salle du regard, ses yeux se sont posés sur moi sans la moindre trace d'émotion, et elle s'est dirigée vers ma table d'un pas lent et mesuré. Les premiers instants furent d'une lourdeur insoutenable. Elle s'est assise en face de moi sans un mot, posant son sac usé sur la banquette à côté d'elle. Le silence s'est installé entre nous, un abîme que 50 ans de vie séparée avaient creusé. Je cherchais désespérément quelque chose à dire, une phrase d'introduction, une excuse pour avoir fait irruption dans son existence. Mais tous les mots que j'avais préparés me semblaient soudain creux, ridicules. Mon regard fuyait, se posant sur mes mains qui tremblaient, sur la salière au milieu de la table, sur le va-et-vient des serveurs. Je sentais son regard sur moi, intense, scrutateur, comme si elle essayait de me sonder, de comprendre qui j'étais, et ce que je lui voulais. La peur me nouait la gorge, une peur viscérale de tout gâcher. Eliane ne faisait aucun effort pour m'aider. Sa posture était fermée, les bras croisés sur sa poitrine, son visage une forteresse impénétrable. Elle a fait signe au serveur d'un geste sec de la tête, et a commandé un café, bien serré, d'une voix rauque, qui a confirmé l'impression de dureté qu'elle dégageait. Elle agissait comme si était une simple connaissance, une voisine avec qui elle partageait une table par hasard. Cette indifférence calculée était pire qu'une explosion de colère. C'était une manière de me signifier que je n'avais aucune place dans son monde, que ma présence était une intrusion qu'elle tolérait à peine. Je me sentais de plus en plus petite, de plus en plus illégitime, comme une enfant prise en faute.
J'ai fini par rassembler le peu de courage qui me restait, et j'ai murmuré, la voix étranglée, « Merci, merci d'eau, être venu. » Les mots sont sortis comme un souffle, à peine audible dans le brouhaha du café. Elle a haussé un sourcil, un mouvement presque imperceptible qui en disait long sur son scepticisme. Elle n'a pas répondu, se contentant de remuer son café avec une cuillère, le tintement du métal contre la porcelaine résonnant dans le silence qui nous enveloppait. J'ai compris qu'elle n'allait pas m'ouvrir la moindre porte. Si je voulais qu'une conversation ait lieu, était à moi de défoncer le mur qu'elle avait érigé entre nous, brique par brique, avec pour seules armes la vérité et une sincérité désespérée. En la regardant, j'essayais de superposer son visage à celui de ma mère, de ma grand-mère. Je cherchais des traces de notre famille en elle. Je retrouvais la forme de son menton, l'intensité de son regard, mais tout le reste était différent, modelé par une expérience de vie radicalement opposée à la mienne. En elle, je voyais non seulement une sœur perdue, mais aussi le reflet de tout ce que ma famille avait voulu cacher, la pauvreté, la lutte, la vie sans filet de sécurité. Elle était la preuve vivante du prix de notre tranquillité, de notre respectabilité. Une vague de honte m'a submergée, une honte si puissante qu'elle m'a presque fait suffoquer. J. était la représentante d'un monde qu'il avait sacrifié. C'est cette honte qui m'a donné la force de continuer. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je devais aller jusqu'au bout. Lentement, j'ai ouvert mon sac. Mes doigts ont rencontré le bois froid de la petite boîte. Était comme si je touchais un objet sacré et maudit à la fois, le réceptacle de tout notre drame familial. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter. J'ai posé la boîte sur la table, entre nos 2 tasses de café. Eliane a baissé les yeux vers l'objet, son expression toujours aussi indéchiffrable. J'ai soulevé le couvercle avec une précaution infinie, comme si j'avais peur que les secrets qu'il contenait ne s'envolent et ne nous blessent. À l'intérieur, la photographie reposait sur le velours fané. Je l'ai prise délicatement, en évitant de poser mes doigts sur l'image. Le visage de notre mère, si jeune et si triste, me fixait. Le bébé dans ses bras, était cette femme assise en face de moi. 50 ans étaient écoulés entre la photo et cet instant, 50 ans de silence, de questions sans réponse, de vie parallèle qui n'aurait jamais dû être. Tenir ce morceau de passé entre mes mains, face à la personne qu'il représentait, me donnait le vertige. Était un moment d'une densité incroyable, un point de convergence où toutes les lignes brisées de notre histoire se rejoignaient enfin. D'un geste lent, presque cérémoniel, j'ai poussé la photo sur la table en formica. Elle a glissé sur la surface lisse et s'est arrêtée juste devant la main d'Eliane. Le bruit léger du carton sur la table a semblé résonner comme un coup de tonnerre dans ma tête. Était fait. Le dernier voile était levé. Je ne pouvais plus reculer. J'ai retenu ma respiration, les yeux fixés sur son visage, attendant la moindre réaction, le moindre signe qui me dirait, si j'avais eu raison ou si j'avais commis la pire erreur de ma vie, en venant briser la paix, même précaire, qu'elle avait réussi à construire pour elle-même. Eliane n'a pas bougé tout de suite. Ses yeux sont restés rivés sur la photographie, son corps immobile. J'ai vu une tension parcourir sa nuque, ses épaules se raidir. Elle luttait, c'est qu'une photographie était évident. Elle luttait contre la curiosité, contre l'aide d'émotion qui devait la submerger. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'elle allait la repousser, qu'elle allait se lever et partir, me laissant seule avec mon passé déballé sur cette table de café. Mais elle est restée. Son regard était comme hypnotisé par cette image d'un bonheur volé, d'une maternité sacrifiée. Le masque de dureté commençait à se fissurer, laissant entrevoir une vulnérabilité qu'elle avait dû cacher toute sa vie. Ma voix était tremblante, mais j'ai réussi à prononcer les mots que j'avais répétés 1000 fois. Ma mère a gardé ça toute sa vie. J'ai fait une pause, laissant le poids de cette phrase s'installer. Je lui parlais de notre mère, cette femme qu'elle n'avait jamais connue mais qui l'avait portée, qui l'avait mise au monde. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'avait pas été oubliée, qu'elle n'avait pas été une simple erreur à effacer. Elle avait été un souvenir secret, un regret permanent, une présence fantomatique, qui avait plané sur toute l'existence de celle qui l'avait abandonnée. Je lui offrais cette vérité comme une maigre compensation pour des années de vide. J'ai continué, ma voix gagnant une assurance fragile. Je crois qu'elle n'a jamais cessé de penser à toi. Était plus qu'une simple croyance, était une certitude que j'avais acquise en relisant les lettres de ma grand-mère, en repensant à la mélancolie de ma mère. Je voulais lui transmettre ce message par-delà la mort, lui donner ce lien, même ténu, avec ses origines. Je ne cherchais pas à excuser, mais à expliquer. Je voulais qu'elle comprenne que la décision qui avait scellé son destin n'avait pas été prise de gaieté de cœur, mais qu'elle avait laissé des cicatrices profondes et incurables chez ceux qui l'avaient prise. C'était une histoire de douleur partagée, même si elle l'ignorait. Finalement, sa main s'est avancée et a saisi la photo.
Ses doigts, que j'imaginais habitués aux travaux difficiles, étaient étonnamment délicats, alors qu'ils se posaient sur le carton jauni. Elle a soulevé la photo, la rapprochant de son visage. Le brouhaha du café semblait être évanoui. Il n'y avait plus que nous deux, suspendus dans le temps, reliés par ce fragile rectangle de papier. Je la regardais, le cœur serré, observant la moindre de ses réactions. Était le moment le plus intense de ma vie, un moment de vérité brute, dépouillé de tout artifice. J'y étais témoin de la rencontre d'une femme avec son propre passé, avec l'enfant qu'elle avait été. Son visage est resté impassible, mais j'ai remarqué que sa lèvre inférieure tremblait légèrement. Était un détail infime, presque invisible, mais pour moi, était un séisme. Était la preuve que derrière la façade de femme forte et endurcie, il y avait une blessure, une faille qui ne était jamais refermée. Elle était touchée, profondément. La photo avait réussi à percer son armure là où mes mots avaient échoué. Elle ne regardait pas seulement une image, elle regardait la preuve de son abandon, la source de toutes les questions qui avaient dû la hanter. La douleur si longtemps réprimée remontait à la surface. Je devais continuer, je devais lui dire pourquoi j'étais là. Était essentiel pour qu'elle ne se méprenne pas sur mes intentions. Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. Ai-je dit d'une voix plus posée, plus claire. Je n'ai besoin de rien. Je ne veux rien prendre. Ma vie a été facile, privilégiée. Je le sais. J'insistais sur ce point, car était la vérité. Je voulais qu'elle sache que je ne venais pas en conquérante, ni en créancière. Je venais en humble messagère, consciente de l'injustice fondamentale de nos destins respectifs. Je voulais désamorcer toute idée qu'elle pourrait se faire sur ma venue, toute crainte d'être à nouveau dépossédée de quelque chose. Je voulais juste que tu saches que tu existes pour nous, ai-je poursuivi, en la regardant droit dans les yeux, que tu n'es pas un secret honteux, tu es ma sœur. Tu as une nièce, Chloé, qui m'a aidé à te retrouver. Tu as une place dans notre histoire, une place qu'on t'a volée et que je voulais te rendre. Était le cœur de mon message. L'acte de nommer, de reconnaître, était la seule réparation que je pouvais lui offrir. Lui dire qu'elle n'était pas une erreur, mais une personne, une partie intégrante d'une famille, même si cette famille l'avait rejetée. Je lui rendais son identité, son lignage. Puis sont venus les mots les plus difficiles, mais les plus nécessaires. Et je suis sincèrement désolé que tu aies dû grandir sans le savoir. Je n'ai pas dit je suis désolé pour ce qu'ils ont fait, car cela aurait été une façon de me distancier. J'ai utilisé le jeu, assumant une part de la responsabilité, en tant que membre de cette famille. Jomi était désolé pour elle, pour sa souffrance, pour sa solitude. Était un aveu de culpabilité collective, une demande de pardon, qui ne pouvait pas effacer le passé, mais qui pouvait, peut-être, commencer à apaiser le présent. Je mettais toute mon âme dans ces quelques mots. Un long silence a suivi ma déclaration. J'avais tout dit. J'avais vidé mon sac, mon cœur, mon âme sur cette table de café. Je me sentais incroyablement vulnérable, exposée, comme si j'avais mis ma vie à nu devant cette étrangère qui était ma sœur. Je n'attendais plus rien, je n'espérais plus rien, j'avais fait ce que je devais faire. La suite ne dépendait plus de moi. Je l'ai regardée, attendant un verdict, une parole, un geste, n'importe quoi qui mettrait fin à cette tension insupportable. Le temps semblait être figé, chaque seconde étirant en une petite éternité. C'est alors que je l'ai vue. Une seule larme, née au coin de son œil droit. Elle n'a pas sangloté, elle n'a pas pleuré bruyamment. La larme a simplement roulé, silencieuse, traçant un sillon sur sa joue marquée par la vie. Était une larme dense, chargée de 50 années de questions, de colère contenue, de tristesse enfouie. Était la manifestation physique de la digue qui venait de céder en elle. Ce était pas un pardon, ni une réconciliation. Était une libération. La libération d'une douleur qu'elle avait portée seule pendant si longtemps. Ce fut l'un des moments les plus poignants de mon existence. Elle a essuyé la larme d'un revers de main rapide, presque furtif, comme si elle était gênée de cette démonstration de faiblesse. Elle a reposé la photo sur la table. Puis elle a relevé la tête, et ses yeux ont rencontré les miens. La dureté avait disparu, remplacée par une immense lassitude. Et elle a posé la seule question qui comptait vraiment, celle qui résumait tout le drame, toute l'injustice de sa vie. D'une voix qui était plus qu'un murmure brisé, elle a demandé « Pourquoi maintenant ?» Cette question « Pourquoi maintenant ?» contenait un monde de reproches et de souffrances. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi venir remuer le passé alors que sa vie était faite? Pourquoi maintenant, alors que les responsables étaient morts ou trop vieux pour répondre de leurs actes? Je n'avais pas de bonne réponse. Je ne pouvais lui offrir que la simple vérité. Je lui ai parlé de la mort de ma grand-mère, de la découverte de la boîte, de la confession de mon père. Je n'ai rien caché,
je n'ai rien enjolivé. J'ai exposé les faits, sans chercher d'excuses pour ma famille, pour notre silence. Et c'est dans cet acte de transparence totale que j'ai senti quelque chose se libérer en moi. En cessant de protéger le secret de ma famille, en exposant notre vérité la plus honteuse, je me suis libéré du poids de la honte que j'avais portée par procuration. Je était plus la complice d'un mensonge. J était celle qui avait osé regarder la vérité en face et l'avait partagée, quel qu'en soit le prix. J'avais construit un pont fragile au-dessus d'un abîme de silence. Je ne savais pas si Eliane le traverserait un jour, mais pour la première fois, le passage était possible. Ma quête avait trouvé son sens. La scène ne s'est pas terminée par une étreinte. Eliane n'a pas dit qu'elle me pardonnait, ni qu'elle voulait faire partie de ma vie. Elle a simplement repris la photographie, l'a glissée dans son sac, s'est levée, et a dit « Il faut que je réfléchisse ». Puis elle est partie, me laissant seule dans le bruit du café. Mais son départ n'avait rien à voir avec son arrivée. Le mur entre nous, n'était pas tombé, mais il était fissuré. Son regard, en partant, était plus hostile. Il était plein d'une tristesse infinie, mais aussi d'une lueur de curiosité. La porte n'était pas ouverte, mais elle était entr'ouverte. Et pour l'instant, était tout ce que je pouvais espérer. Le retour en Normandie fut un voyage à travers un paysage intérieur entièrement redessiné. Les champs verts et les vaches placides qui défilaient par la fenêtre du train étaient les mêmes, mais mon regard avait changé. Je était plus la femme résignée qui avait fait le trajet inverse quelques jours plus tôt, le cœur rempli d'une angoisse sourde. La rencontre avec Eliane ne m'avait pas apaisée, au contraire, elle avait ouvert une boîte de Pandore émotionnelle, mais elle m'avait aussi donné une direction. Pour la première fois de ma vie, je était plus en train de subir une histoire écrite par d'autres, j'y étais en train de la prendre en main. Le poids du secret familial était toujours là, sur mes épaules, mais il était plus anonyme. Il avait un visage, une voix, une histoire de lutte. Et cette connaissance, aussi douloureuse soit-elle, me donnait une force insoupçonnée, la force de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort du mensonge. La première conversation avec mon père ne fut pas une confrontation, mais un constat d'échec partagé. Je l'ai trouvé dans son fauteuil, comme toujours, mais son regard était plus vide. Il était plein d'une attente craintive. Je lui ai raconté la rencontre, sans omettre la dureté de Eliane, sa méfiance, sa colère rentrée. Je n'ai pas cherché à le protéger. Je lui ai décrit la femme qu'elle était devenue, une femme façonnée par l'abandon et la nécessité de se battre. Il a écouté sans m'interrompre, son visage se décomposant lentement, les rides de son front se creusant comme des sillons de chagrin. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. Puis, d'une voix brisée, il a simplement demandé « Elle va bien au moins ?» Cette question, si simple, si dérisoire, était la première fissure dans sa carapace de déni. Le premier signe qu'il commençait à la voir non plus comme une honte, mais comme son enfant. La dynamique entre mon père et moi s'est transformée. Il ne me fuyait plus. Au contraire, il me cherchait du regard, entamant des conversations hésitantes. Il me posait des questions sur Eliane. Comment était son appartement? Était-elle mariée? Avait-elle des enfants? Et chaque question était une tentative maladroite de tisser un lien avec cette fille qu'il n'avait jamais connue. Je répondais sobrement, sans jugement. Je comprenais que son intérêt tardif était sa seule façon d'exprimer un regret trop lourd pour être formulé avec des mots. Un soir, il a sorti une vieille photo de ma mère et l'a posée à côté de celle d'Eliane que j'avais laissée sur la commode. « Elle se ressemble », a-t-il murmuré. Ce soir-là, nous étions plus un père et sa fille, mais deux survivants d'un naufrage familial, essayant de rassembler les morceaux de l'épave pour construire un radeau. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro de Marseille. Mon cœur a fait un bond. Était-elle. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. C'est Eliane. Un silence. Puis, j'ai réfléchi. Je ne sais pas ce que je veux, ni même si je veux quelque chose. Mais, la photo, tu peux me l'envoyer? La vraie? Était une demande simple, presque administrative. Mais elle signifiait tout. Elle ne rejetait pas en bloc. Elle voulait un morceau de son histoire, un objet tangible à tenir entre ses mains. Je lui ai promis de l'envoyer le lendemain en recommandé. La conversation n'a pas duré plus de 2 minutes. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de questions personnelles. Juste cette demande, ce fil ténu qu'elle venait de jeter par-dessus le gouffre qui nous séparait. Était à moi de décider si j'allais le saisir ou non. Et bien sûr je l'ai saisi de toutes mes forces. Cette quête avait fait voler en éclats la façade de ma vie bien rangée. Je ne pouvais plus retourner à ma routine comme si de rien était. J'ai commencé par de petites rébellions.
J'ai défait mon chignon strict, laissant mes cheveux flotter sur mes épaules pour la première fois depuis des années. J'ai pris un congé sans solde de quelques jours, sans autre justification que « j'en ai besoin ». Je suis partie seule sur la côte d'Albâtre, à Étretat. Face à l'immensité de la mer et à la force des falaises, je me suis sentie à la fois infiniment petite et incroyablement vivante. Assise sur les galets, j'ai pleuré. J'ai pleuré ma mère, ma grand-mère, Eliane, et la femme que j'aurais pu être si je smack, était réveillée plus tôt. Ce N n'était pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération. Je me débarrassais des vieilles peaux, je faisais de la place pour la nouvelle Nathalie qui était en train de naître. Nos appels téléphoniques sont devenus un rituel fragile. Une fois toutes les 2 semaines, le dimanche soir. Les conversations étaient souvent maladroites, remplies de silence. Nous parlions de la météo, de nos journées de travail, des petits tracas du quotidien. Elle me racontait ses problèmes avec son patron, je lui parlais de mon jardin. Nous évissions soigneusement le passé, ce champ de mine émotionnel qui nous séparait encore. Mais à travers ces échanges anodins, j'apprenais à la connaître. J'entendais la fatigue dans sa voix, mais aussi une force de caractère et un humour caustique qui perçait parfois sa carapace. Je découvrais une femme complexe, ni une victime ni un monstre, simplement une personne qui avait fait de son mieux avec les cartes que la vie lui avait distribuées. Et lentement, très lentement, une forme de sororité commençait à naître, non pas basée sur un passé commun, mais sur un présent partagé. Chloé a joué un rôle essentiel dans ce rapprochement. Avec l'innocence et l'audace de sa jeunesse, elle a appelé Eliane sans me le dire. Elle s'est présentée, « Bonjour, c'est Chloé, ta nièce ». Apparemment Eliane avait été décontenancée, puis touchée. Chloé ne portait pas le poids de la culpabilité familiale. Pour elle, Eliane N était pas un secret honteux, mais une tante fascinante qu'elle venait de découvrir. Elle lui envoyait des SMS, des photos de ses sorties à Paris, lui demandait des conseils sur des sujets improbables. Elle a réussi à créer une relation légère et naturelle, là où la mienne était encore lourde de non-dits et de prudence. Grâce à Chloé, Eliane N était plus seulement la sœur abandonnée. Elle devenait un membre de la famille, intégrée par la nouvelle génération qui refusait de perpétuer les silences de l'ancienne. Mon retour à la mairie fut celui d'une femme changée. Mes collègues ont remarqué la différence. Ma posture était plus droite, ma voix plus assurée. J'ai commencé à donner mon avis en réunion, à proposer des initiatives. Un soir, en passant devant le centre culturel, j'ai vu une affiche pour un cours de poterie. Était un rêve d'adolescente que j'avais enterré sous des couches de responsabilité et de raison. Je me suis inscrite sur un coup de tête. Plonger mes mains dans l'argile, sentir la terre prendre forme sous mes doigts, est devenu ma thérapie. Je ne créais pas seulement des bols et des vases maladroits, je me recréais moi-même. Chaque pièce que je façonnais était un acte d'affirmation, la preuve que je pouvais encore donner une forme à ma vie, qu'il n'était pas trop tard pour commencer à vivre pour moi. Au printemps, après des mois de conversations téléphoniques, Eliane a accepté de venir en Normandie. Juste pour un week-end, a-t-elle précisé, pour voir. Son arrivée a été un moment d'une tension extrême. Elle est descendue du train avec un petit sac de voyage, l'air méfiant, comme un soldat en territoire ennemi. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est fait dans un silence presque total. En entrant dans la maison, elle s'est arrêtée sur le seuil, le regard balayant les meubles, les photos. Comme si elle cherchait une place qu'elle n'avait jamais eue. Elle a marché dans les pièces d'un pas lent, touchant un accoudoir, un cadre, le tissu d'un rideau. Elle ne visitait pas une maison. Elle visitait les ruines de sa propre enfance, une vie parallèle, qui ne lui avait appartenu que dans l'imaginaire de nos parents. La rencontre avec mon père fut le point d'orgue de ce week-end. Il l'attendait, assis dans son fauteuil. Quand elle est entrée dans le salon, il s'est levé avec difficulté. Ils se sont fait face, séparés par 1 mètre de silence et 50 ans de regrets. Je n'ai jamais vu une telle concentration de douleur sur 2 visages. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'il semble s'en apercevoir. Finalement, il a réussi à articuler un seul mot, un murmure rauque, qui a semblé lui coûter toutes ses forces. « Pardon ». Eliane n'a pas répondu. Elle a simplement soutenu son regard, puis a très légèrement hoché la tête. Ce N était pas un pardon, était une trêve. L'acceptation d'un crime sans absolution, la reconnaissance d'une douleur partagée. Plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé Eliane dans le jardin. Elle était devant les rosiers de ma grand-mère, qui commençaient à peine à fleurir. Je me suis approchée doucement. Ma mère adoptive adorait les roses, a-t-elle dit sans se retourner. Elle en avait de toutes les couleurs. C'est elle qui m'a appris à les tailler. Était la première fois qu'elle parlait de sa famille, de la vie qu'elle avait eue. Nous sommes restés là, côte à côte, à parler de maladies de rosiers et de variétés de fleurs.
était une conversation banale, presque absurde dans ce contexte, mais elle était d'une importance capitale. Pour la première fois, nous ne parlions pas du passé qui nous divisait, mais d'un présent qui pouvait nous réunir, ne serait-ce que sur un sujet aussi simple que le jardinage. Était notre premier vrai point commun. J'ai compris ce jour-là que notre relation ne serait jamais celle de deux sœurs qui ont grandi ensemble. Nous ne partagerions jamais les souvenirs d'enfance, les secrets d'adolescente, les complicités qui se tissent au fil des ans. Il y aurait toujours entre nous le fantôme de ces 50 années perdues, un vide que rien ne pourrait combler. Et j'ai accepté cette réalité. J'ai cessé de vouloir réparer l'irréparable. Mon objectif était plus de recréer une famille idéale, mais de construire une relation honnête avec la femme qu'Eliane était devenue, et avec la femme que j'étais en train de devenir. Cette acceptation de l'imperfection a été ma véritable guérison. Elle m'a libéré de la culpabilité et des attentes irréalistes. J'ai trouvé la paix non pas en changeant le passé, mais en l'accueillant tel qu'il était. 1 an a passé. C'est un dimanche de juillet. Le soleil de Normandie, si rare et si précieux, inonde le jardin. Nous avons installé une grande table sous le vieux pommier. La scène aurait pu être celle d'un déjeuner de famille ordinaire, mais elle est extraordinaire. Mon père est là, plus frêle, mais un léger sourire flotte sur ses lèvres. Chloé, revenue de Paris pour été, raconte ses dernières aventures avec une énergie communicative. Et Eliane est là. Elle est venue passer une semaine. Sa présence n'est plus une source de tension. Elle fait partie du paysage. Elle n'est pas complètement à l'aise, on sent encore une certaine réserve, mais elle est là. Elle a choisi d'être là. Et ce choix est la plus belle des victoires sur le silence. Le déjeuner est simple. Une salade, un poulet rôti, des fromages de la région. Les conversations vont bon train, légères. Eliane participe peu, mais elle écoute, un petit sourire en coin. Elle commente la cuisson du poulet, aide à débarrasser une assiette. Ce sont des gestes minuscules, mais ils sont le signe d'une intégration lente et progressive. Elle n'est plus une invitée, ni une étrangère. Elle est en train de trouver sa place, une place qui n'est pas celle qu'on lui avait volée, mais une nouvelle place qu'elle se construit, à son rythme, selon ses propres termes. Et nous tous, autour de la table, nous apprenons à lui faire cette place, sans la presser, sans rien exiger, en respectant la distance qu'elle a encore besoin de maintenir pour se protéger. Après le repas, Chloé s'assoit à côté d'Eliane avec son ordinateur portable. Elle a numérisé de vieilles photos de famille. « Regarde, tante Eliane, ça c'est mamie quand elle était jeune. Tu trouves pas qu'on a un air de famille ?» Elle fait défiler les images, les visages en noir et blanc d'une famille que sa tante n'a jamais connue. Eliane se penche, regarde attentivement le visage grave. Elle ne commente pas, mais elle ne détourne pas le regard. Elle absorbe ce passé qui est aussi le sien, cette histoire dont elle est à la fois l'héroïne tragique et la survivante. Chloé, sans s'en rendre compte, est en train de recoudre le tissu déchiré de notre lignée, un fil de vérité à la fois. Je les observe de loin, en préparant le café. Je vois mon père qui somnole au soleil. Chloé et Eliane penchées sur elle, écran, unis par un passé qui ne leur appartient qu'à moitié. Une vague de sérénité m'envahit. Ma quête est terminée. Elle n'a pas abouti à une réunion de famille hollywoodienne, avec des larmes de joie et des pardons spectaculaires. Elle a abouti à ce moment précis, un dimanche après-midi imparfait, fragile et profondément réel. En cherchant ma sœur, je n'ai pas seulement trouvé une partie manquante de mon histoire. J'ai trouvé le courage de réécrire la mienne, de briser les chaînes du silence et de la résignation. J'ai appris que la famille n'est pas seulement un héritage que l'on subit, mais aussi un projet que l'on peut choisir de reconstruire. En portant les tasses de café vers la table, je sens la chaleur du soleil sur ma peau. Le rire de Chloé se mêle au bourdonnement des abeilles dans la lavande. Je regarde le visage d'Oriane, qui a levé la tête vers moi et esquisse un demi-sourire. Dans ce simple échange de regards, il y a tout. Le poids du passé, la difficulté du présent, et, malgré tout, la promesse d'un avenir possible. Je comprends que la véritable inspiration ne réside pas dans les fins heureuses, mais dans les recommencements. Nous ne pourrons jamais effacer la douleur, mais nous avons appris à vivre avec, et même à construire quelque chose de nouveau sur ces ruines. Et cette leçon, je le sais, vaut toutes les vies de silence. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like, y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cette nouvelle normalité, faite de petits pas et de grands silences encore habités, est devenue mon encre. Eliane est retournée à Marseille, mais nos appels sont devenus plus chaleureux, moins formels. Elle me parle de ses projets de jardinage sur son balcon, m'envoie des photos de ses tomates.
Je lui raconte mes progrès en poterie, mes créations de plus en plus assurées. Nous construisons notre relation sur le terreau du présent, en laissant le passé reposer en paix, comme un sol fertile, mais qu'il ne faut plus retourner. J'ai compris que la réconciliation la plus importante, n'était pas celle avec elle ou avec mon père, mais avec l'histoire elle-même, avec ses zones d'ombre, ses injustices et sa complexité. En acceptant que tout ne puisse pas être réparé, j'ai enfin trouvé la liberté de vivre pleinement. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.